Merci beaucoup à Mme Fournier d'être présente et qu'on aura l'occasion de rencontrer par la suite. Et donc, je veux juste préciser le titre de ma présentation pour en finir avec les comités d'éthique de la recherche. Je ne veux pas que vous pensiez que que j'ai des différends et que c'est une bataille avec les comités d'éthique de la recherche. Mon titre était volontairement peut-être un peu provocateur, mais vous allez bien comprendre que je n'ai pas de, euh, j'en veux pas au comité d'éthique. Donc, avertissement, je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à cette présentation-là. Je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller en éthique et je prétends pas l'être. Donc, je vais exprimer ma perception, mon point de vue sur la question. Et comme je le mentionnais, ben, je ne suis pas en discorde avec les comités d'éthique de la recherche. Et donc, euh, le, la, le plan de ma présentation. Donc, je vais parler un petit peu de la mise en contexte, des enjeux qui sont soulevés autour des comités d'éthique de la recherche et de la pratique de l'évaluation, de situer un peu le sujet d'aujourd'hui, parler un petit peu des obligations en matière d'approbation éthique de la recherche, une distinction, si distinction il y a, à faire entre l'évaluation et la recherche, et je vais parler brièvement d'outils qui existent dans les littératures qui peuvent nous aider à faire cette distinction-là entre une fonction, l'activité d'évaluation et l'activité de recherche, et terminer en parlant quand même un peu de considération éthique ou déontologique de la pratique de l'évaluation. Donc, je vais essayer d'être quand même, de respecter mon temps d'une vingtaine de minutes, mais j'ai gardé quelques diapos au besoin que si éventuellement je dois comme élaborer davantage sur certains aspects. Alors, la mise en contexte, c'est que les comités d'éthique de la recherche, les directives disent que toutes les activités de recherche avec des êtres humains doivent, je vais tasser sont assujettis aux exigences d'un comité d'éthique de la recherche et donc ils doivent être soumis à un comité d'éthique de la recherche et recevoir euh, euh, une approbation à cet égard-là. Mais le mandat des comités d'éthique de la recherche se limite à l'évaluation des projets de recherche et ne concerne pas les, euh, les projets d'évaluation. Alors, un document là, qui a été préparé par le ministère de la Santé, que je vais reparler un peu plus loin, mentionne que les comités d'éthique de la recherche n'ont pas la compétence matérielle, c'est l'expression qui est consacrée, l'expression qui est utilisée, n'ont pas la compétence matérielle pour évaluer d'autres types d'activités que la recherche. C'est pas dans le sens qu'ils sont pas capables de le faire, c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir ou la responsabilité de se prononcer sur d'autres matières que la recherche. Alors, on dit que euh, donc, dans ce sens-là, et comme le mentionne la politique des trois conseils, on dit que les activités qui ne sont pas de la recherche à proprement parler, et on va y revenir, ne nécessitent pas d'évaluation par un comité d'éthique de la recherche, même si elles font appel à des méthodes, des techniques semblables à celles utilisées par la recherche. Et voilà, et c'est souvent la confusion qui règne, étant donné qu'il existe plusieurs autres approches. Donc, un auteur, à un moment donné, les a rassemblés dans l'expression activité génératrice de connaissances, donc toutes sortes d'autres activités connexes qui nécessitent de la rigueur, qui utilisent des méthodes, des outils, qui collectent des données, qui en font l'analyse et donc qui, pour ces raisons-là, sont souvent apparentées à la recherche. Et donc, on dit, bon, il y a des exercices de reddition de compte, de l'évaluation de programme, des outils, des études d'assurance et d'amélioration de la qualité, des démarches d'agrément, parfois de certaines activités de surveillance de la santé ou d'autres types d'activités de pratiques en santé publique. Alors, c'est toujours, on peut dire aussi que en plus de ce genre d'activité génératrice de connaissances-là que je viens de nommer, il y a des activités qui sont faites dans le cadre du fonctionnement normal de la réalisation d'un mandat ou de la réalisation d'un mandat là,
d'une organisation, d'un établissement du système de santé, mais ça ne constitue pas de la recherche. Il y a des responsabilités inscrites dans la loi sur la santé publique ou la loi sur les services de santé et services sociaux, qui sont des activités attribuées, des choses que doivent faire les établissements. Et si ces activités sont faites dans le cadre de leurs mandats légaux, ça ne constitue pas de la recherche pour autant. Alors on dit que ici, donc ce genre d'activités-là sont souvent assimilées à la recherche et inutilement soumises aux exigences des comités d'éthique de la recherche. J'ai mis inutilement entre guillemets parce que je ne veux pas que vous pensiez que ça ne sert pas. Je veux dire, un comité d'éthique, dans certaines situations, même si c'est de l'évaluation, c'est intéressant, ça produit, ça donne des avis qui sont utiles. Ce que je veux dire, c'est l'idée de les soumettre obligatoirement de façon cartésienne en pensant qu'ils nécessitent une évaluation éthique. Donc, la confusion, elle est courante parce que c'est pas, en fait, parce que peut-être que c'est assez nouveau, parce que les instances en place, à un moment donné, veulent se protéger aussi devant l'incertitude. Donc, ils vont dire, avez-vous une approbation éthique? Ensuite, puisqu'il y a des similitudes, la distinction, elle n'est pas toujours facile à faire. Mais comme moi, ce que je dis toujours, cette confusion-là entre la recherche et l'évaluation et cette croyance qu'il faut toujours demander une approbation d'un comité d'éthique de la recherche, bien, finalement, ça nuit au développement de l'évaluation des interventions comme une discipline distincte et indépendante. Alors, juste rappeler qu'on dit que le chercheur, donc les bonnes pratiques, c'est que le chercheur ou l'évaluateur est responsable de déterminer la nature de son activité. Donc, il doit déterminer est-ce que c'est un projet de recherche ou est-ce que c'est un projet d'évaluation. Et en cas de doute, le doute qui vienne de lui ou qui soit soulevé par quelqu'un de l'environnement où va se réaliser le projet. Donc, en cas de doute, on dit qu'un avis doit être demandé à un comité d'éthique qui va avoir à se prononcer sur la nature de l'activité. Est-ce que c'est de la recherche? Est-ce que c'est de l'évaluation? Et conséquemment, est-ce que ça va prendre ou pas une évaluation éthique de la recherche? Et comme moi, je dis souvent, c'est en même temps, il faut faire attention à la question qu'on pose à un comité d'éthique de la recherche. Parce que si nous, on présente notre projet au comité d'éthique de la recherche comme étant, en demandant au comité d'éthique de la recherche de se prononcer sur notre projet, comme si c'était un comité d'éthique de la recherche, le comité va se prononcer de cette façon-là, en le considérant comme de la recherche. Il faut faire attention et donc, il faut faire attention à la façon qu'on pose la question, qu'on présente le projet au comité d'éthique de la recherche. Et donc, il faut que ce soit clair pour le comité d'éthique de la recherche, c'est quoi la question, on les sollicite pourquoi. Donc, alors, c'est de la responsabilité du chercheur ou de l'évaluateur d'argumenter, de présenter son projet s'il considère comme c'est une évaluation éthique et que, excusez-moi, comme un projet d'évaluation et qui ne nécessite pas une approbation éthique, c'est la responsabilité de l'évaluateur de le présenter de cette façon-là et d'argumenter en conséquence pourquoi il pense que c'est ainsi, pourquoi il pense que ça ne nécessite pas, et donc là, de solliciter l'avis du comité d'éthique de la recherche. Donc, on dit, bon, comme je mentionnais tout à l'heure, la distinction entre ce que c'est de l'évaluation et ce que c'est de la recherche, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours clair, hein, c'est pas coupé au couteau. Il y a des nuances, il y a des zones grises. Mais même si tout à l'heure, si jamais ça vous intéresse, je pourrais rendre le PowerPoint disponible parce que j'ai quelques diapositives supplémentaires qui donnent certains outils qui ont été publiés, qui sont disponibles dans la littérature et qui peuvent aider à distinguer l'évaluation ou d'autres
activité génératrice de connaissances, et la recherche. Donc, il y en a pour la santé publique, il y en a pour l'évaluation, il y en a pour... parmi les premiers critères, il y avait, peut-être c'est là qu'a commencé en 2007 un peu plus ce débat-là entre l'évaluation et la recherche, et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec avait publié, je pense que ça s'appelait la note 1, la note de clarification relative aux compétences matérielles et territoriales des comités d'éthique de la recherche. Et à ce moment-là, c'était, disons, des documents préliminaires, c'était une premier ouvrage sur le sujet, le ministère avait proposé des critères pour aider à déterminer, à faire la distinction entre l'évaluation et la recherche. Bon, c'est pas certain que ce document-là était intéressant pour sensibiliser les gens qu'il y avait une différence et que tous les projets d'évaluation ne nécessitaient pas nécessairement une approbation éthique, mais en même temps, peut-être que les critères qui étaient proposés ont amené une certaine confusion parce que plusieurs maintenant ne sont plus utilisables et sont reconnus par les instances même comme étant désuets. Je sais qu'il y a une mise à jour de ce document-là qui est en cours. Il y a un document qui a circulé un peu, mais une version non officielle, mais que sûrement ça a été retardé par la pandémie. Bon, alors, il existe une différence à faire entre la recherche et l'évaluation, mais la distinction, elle n'est pas toujours facile à faire et et quand on se met à proposer des définitions, ben c'est toujours difficile de faire les distinctions parce que ce sont des activités qui peuvent être englobantes. Alors, on dit, par exemple, bon, moi, j'avais proposé dans un document, la deuxième, vérifier pour définir la recherche, mais avant que vous criez, que personne crie, là, elle n'est pas parfaite et c'est pas vrai que ça englobe. Bon, disons, généralement, souvent, la recherche, c'est pour vérifier une hypothèse puis produire des nouvelles connaissances généralisables à l'intention de la communauté scientifique. Alors, on est d'abord intéressé à la production de connaissances, les généralisations des choses. L'évaluation, on est plus dans un contexte, disons, un contexte un peu plus précis, souvent local, où est-ce qu'on a à répondre à une question, à une problématique, à produire de l'information pour documenter des pratiques avec une intention claire de vouloir améliorer la situation. Grosso modo, voilà la distinction entre les deux. Alors, on dit, mais des critères qui sont souvent rapportés, mais qui sont pas corrects, là. Alors, la nature et l'ampleur de la méthodologie utilisée, puis l'intention, la capacité de publier les résultats. Donc ça avait déjà été proposé initialement. On disait par exemple, moi je veux publier mes résultats, donc ça me prend une approbation d'un comité d'éthique. C'est pas vrai, c'est pas nécessaire. Évidemment, ça peut être plus facile des fois, mais c'est pas une obligation. Puis la même chose qu'on peut pas dire parce que la méthodologie, elle est très développée, que c'est plus de la recherche. Il y a des recherches qui nécessitent des méthodologies assez simples. Il y a des projets d'évaluation qui vont nécessiter des méthodologies qui sont très développées. Donc, et la même chose que parce qu'on réalise un projet à l'extérieur de notre organisation, ce n'est pas un critère. Parce que le projet est une grande étendue dans plusieurs organisations, ce n'est pas nécessaire. Bon, ce n'est pas un critère non plus. Alors, on dit que en même temps, la nature du projet, c'est moi qui dis ça, la nature du projet, à savoir, est-ce que c'est de la recherche, est-ce que c'est un projet de recherche ou est-ce que c'est un projet d'évaluation dans la nature même du projet? La nature du projet comme tel, ça ne suffit pas non plus à elle seule, cette question-là, de déterminer ce que ça prend un comité d'éthique. Il faut penser aussi au contexte, puis au contexte de réalisation, puis qui requiert le besoin. Alors, si à un moment donné, je vous donne un exemple, puis on pourra en rediscuter, imaginons qu'on pourrait clairement dire que, par définition, par les approches, que c'est un projet d'évaluation, mais imaginons que c'est un étudiant à la maîtrise ou au doctorat qui fait ce projet-là dans des organisations, dans son objectif d'une thèse ou d'un mémoire. Donc, même si c'est un projet d'évaluation, on est clairement quand même dans un contexte de développement, de recherche, et donc, ce serait
nettement préférable ou peut-être même une obligation dans certaines situations, d'avoir un comité d'éthique de la recherche. Et je dis aussi, à un moment donné, il faut faire appel au gros bon sens. Il ne faut pas non plus automatiquement s'objecter à l'idée soumettre un projet à un comité d'éthique de la recherche. Il faut penser au pour et au contre de recourir à ça, parce que dans certaines situations, ça pourrait être très, très intéressant, même si c'est clair que c'est un projet d'évaluation, dans certaines situations, ça pourrait être très intéressant d'avoir un avis à un comité d'éthique de la recherche et de soumettre notre projet. Bon, donc je me dépêche, j'ai presque fini, mais en même temps, ce que je voulais dire, c'est que il faut pas perdre de vue non plus que c'est pas parce que c'est pas un projet de recherche et que c'est un projet d'évaluation que ça veut pas dire qu'il peut avoir des enjeux liés à l'éthique qui soient soulevés. Donc, il faut quand même avoir des préoccupations éthiques et déontologiques à la pratique de l'évaluation, même si on n'a pas besoin d'un avis par un comité d'éthique. Alors, on dit, mais qui a un problème actuellement? C'est aussi, on dit, OK, admettons que c'est un projet d'évaluation qu'on ne requiert pas une approbation par un comité d'éthique de la recherche. Alors, qui va se pencher pour analyser ce genre de projet-là? Bon, alors, qui valide le côté éthique des évaluations? À proprement, on pourrait, la meilleure des réponses, c'est de dire, ben, les projets d'évaluation puis des activités génératrices, règle générale, ils ne sont pas évalués sur le plan éthique. Il y avait eu une recommandation de la politique des 3 conseils à un moment donné, c'était de mettre sur pied un bureau, une instance qui pourrait appuyer les évaluateurs du côté éthique dans leurs projets. Et le CIUS du Centre, bon, Mme Fournier pourra nous en reparler tout à l'heure, et c'est une initiative heureuse que le CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal a mis sur pied. Donc, ils ont une direction, un service où est-ce ils donnent leur appui pour des aspects éthiques de projets d'évaluation. Et évidemment, et c'est quelque chose que des fois que j'ai fait dans certains de mes projets, il y a la possibilité aussi de recourir à un conseiller en éthique, donc un consultant ou un conseiller en éthique qui peut être associé à notre projet et qui va en assurer le suivi, nous faire des recommandations sur les questionnaires, les formulaires, la façon d'approcher les gens, etc. Voilà. Donc, je dois... il me reste combien de temps? Je devrais abréger, mais j'ai... Il te reste encore une ou 2 minutes, OK, c'est correct. donc ça va être parfait. Mais je veux juste dire, puis je vais passer quand même rapidement sur ça, que il y a quand même si c'est un projet d'évaluation qu'on n'a pas besoin de soumettre à une approbation éthique, on a quand même des obligations à respecter. Donc, on doit, par exemple, garantir la protection de la vie privée, la confidentialité, on doit donner des engagements par rapport à ça, on doit obtenir le consentement des participants, on ne doit pas exposer les personnes à un risque, qu'est-ce qu'on dit, un risque de préjudice. Donc, on a quand même à se préoccuper de ces choses-là. Puis, je dirais une particularité peut-être parce que la protection pour les comités d'éthique, elle est souvent faite, elle est axée principalement ou essentiellement sur les participants, les usagers. Et comme quand on fait des projets d'évaluation, donc on a d'autres parties prenantes, on a des organisations qui sont soumises à l'évaluation, qui participent, on a des parties prenantes, des acteurs, etc. Et il y a eu une proposition intéressante à un moment donné de la santé publique de la Montérégie qui disait, bien, dans le cadre des projets d'évaluation, cette préoccupation-là concernant la protection des sujets, bien, on devrait l'élargir et considérer aussi au niveau des clients des évaluations et des différentes parties prenantes des évaluations. Voilà. Puis, si jamais ça vous intéresse d'avoir différents aspects éthiques à prendre en considération, des principes éthiques en évaluation, je vous recommande de lire la référence qui est là. Et je termine sur ça. Dernière diapo, je voulais montrer, par exemple, que ça, c'est 3 projets, je dirais,
des projets d'envergure que j'ai eu à réaliser et que pour lesquels, de mon propre chef ou à la demande du milieu de certains milieux qui accueillaient le projet, j'ai eu à demander à un comité d'éthique de se prononcer, à savoir est-ce qu'il s'agissait d'un projet de recherche? Oui, il s'agissait d'un projet d'évaluation. Et, et dans ces trois situations-là, on m'a donné raison que je pouvais les considérer comme des projets d'évaluation pour les arguments que j'amenais. Et là, vous pouvez juste voir que malgré tout, c'est l'ampleur. Donc, le projet longitudinal, beaucoup de monde, 567, même des personnes vulnérables, des femmes enceintes en situation de vulnérabilité socio-économique, des centaines de gestionnaires, puis dans 31 établissements partout au Québec. Donc, projet d'envergure, mais préoccupation évaluative pour documenter, améliorer des programmes d'intervention. Voilà. Donc, je termine là. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Bernard Simon. J'ai plein de questions déjà, mais je vais laisser bien sûr Isabelle partager ses commentaires et puis poser ses propres questions. Félicitations, vraiment super intéressant. Puis ça va ouvrir un débat, à mon avis, passionnant. Donc, Isabelle, à votre tour. Ben, je trouve ça vraiment très intéressant, la présentation. La dernière fois que Bernard Simon a présenté, il y avait beaucoup de questionnements dans la salle à justement comment bien départager quand est-ce que je fais de la recherche, quand est-ce que je fais de l'évaluation. Puis malgré les bonnes pistes de réflexion proposées, ça reste quand même quelque chose de pas si simple que ça pour les personnes. Et c'est vrai que cette décision-là, cette réflexion-là doit être faite parce que ça peut beaucoup orienter la façon comment on va présenter un projet, comment on va le monter, comment on va... Ça, c'est important d'avoir cette réflexion. Donc, déjà, de la posture que vous souhaitez avoir. Donc, est-ce que je veux être, est-ce que je suis dans une posture de recherche dans laquelle je m'inscris, avec une visée de recherche? Et, ça, c'est important d'abord de clarifier ça. C'est pas si simple. Et puis nous, ben, ce qu'on a établi jusqu'à maintenant, c'est vraiment ce travail de collaboration-là avec les comités d'éthique de la recherche parce que ça peut être difficile le parcours quand on a à passer dans les délais de la machine du comité d'éthique de la recherche, puis après ça, bon, finir peut-être que oui, peut-être que non, puis arriver pouvez-vous activer votre caméra? Non, c'est juste excuse-moi, un message aux OK, je participants. pensais Pardon. que c'était pour moi. OK. Donc, c'est ça. On est là. C'est ça. C'est sûr que la collaboration avec le comité d'éthique de la recherche peut nous aider à clarifier dès le départ. Je pense que ça, c'est important. Ce qu'on a fait au CIUS Centre-Sud, c'est de développer justement du soutien, de l'accompagnement. C'est vraiment une procédure qui est volontaire. Donc, les individus, les personnes qui souhaitent être accompagnées, qui veulent avoir des pistes sur leur projet, comment ils vont et leur méthode de collecte de données. Donc, c'est vraiment centré sur tout ce qui est sollicitation de personnes ou leur données. Alors, et on combine donc les expertises, c'est-à-dire que, bon, Annick Nollet, qui est la conseillère cadre à la recherche, à l'éthique de la recherche, pardon, travaille avec nous, donc en concert, les conseillères en éthique. Donc, nous, notre travail actuellement, c'est faire de l'éthique clinique, organisationnelle au sein de notre organisation. Fait qu'on combine nos expertises, puis on accompagne donc vraiment toutes les personnes qui souhaitent avoir des pistes sur leur méthodologie. Donc, on peut répondre à leurs questionnements aussi au niveau éthique. On remet donc des recommandations pour qu'ils puissent ajuster donc leur approche, leur méthodologie. Et puis, on soulève souvent beaucoup de questions, ce qui les amène à davantage préciser, à peaufiner leurs outils. Et puis, finalement, ben, comme Bernard Simon le mentionnait, à s'assurer, dans le fond, que la démarche rend compte certaines considérations éthiques. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres. S'il y a des questions, est-ce qu'on peut peut-être y répondre? Je pourrais parler de l'expérience qu'on a chez nous. Ouais, c'est super intéressant. Est-ce que vous aviez aussi, vous, des questions, Isabelle, pour Bernard Simon, en plus des commentaires que vous avez partagés? Et Bernard Simon pour Isabelle aussi. Et Bernard Simon. Peut-être, oui, c'est ça, peut-être. En fait, moi, je pense que c'est vraiment, j'entends quand même les pistes de réflexion, mais comment peut-être justement la personne qui souhaite faire un projet, qu'est-ce qu'elle peut, vous mentionnez qu'elle doit déjà se positionner ou en tout cas du moins clarifier, mais ça reste, je pense,
En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est vraiment assez difficile dès le départ de clarifier cet aspect-là. Est-ce qu'il y a d'autres instances qui peuvent aider la personne à clarifier sa posture dès le départ, là? Le chercheur est-ce que c'est un projet de recherche, est-ce que c'est un projet d'évaluation, où est-ce qu'il peut cogner pour avoir de l'aide? Ben, je sais ça. Moi, chez nous, ce qu'on connaît, c'est le comité d'éthique de la recherche, mais comme je le mentionne, le processus est vraiment long, là, puis ça peut être frustrant. Il n'y a peut-être pas je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu le processus, mais de faire passer ça dans la machine de l'éthique de la recherche, puis finalement se faire dire, ben, c'est peut-être plus un projet d'amélioration, ça peut être un petit peu difficile. Ou à l'inverse aussi, c'est quand même pas tout à fait le même angle. Donc, je ne sais pas si, Bernard Simon, il y a d'autres ressources qui peuvent soutenir ça dès le départ ou d'autres. Je pense que c'est difficile encore parce que c'est pas, bon, première des choses, l'évaluation n'est pas nécessairement une pratique toujours, disons, bien implantée ou valorisée dans les organisations. Hein. Parlons des établissements pour l'instant. Les établissements vont se consacrer leurs ressources, leur énergie à ce qu'ils sont ils doivent légalement faire. Comparativement à ce qu'on a déjà connu il y a plusieurs années, on ne dit pas nécessairement clairement que vous procédez à l'évaluation des programmes que vous mettez en place, etc. Donc, puisqu'il n'y a pas nécessairement ce sens de l'obligation-là, il n'y a pas nécessairement des services encore très développés pour la pratique de l'évaluation dans les organisations. Donc, la conséquence qu'il n'y a pas non plus les ressources autour pour permettre cette réflexion-là. On pourrait penser, ce serait souhaité, ça a été mentionné, je pense aussi par la politique des 3 conseils, qu'à un moment donné, peut-être que les associations savantes, il y a des associations au Québec et au Canada par rapport à l'évaluation mais à ma connaissance, il n'y a pas non plus il n'y a pas beaucoup de réflexion encore autour de ça, puis il n'y a pas de ligne directrice ou de comité qui pourrait donner de l'appui. Donc, je pense qu'actuellement, c'est un peu limité. On fait affaire avec les ressources autour de nous. Mais moi, je pense aussi qu'il y a toujours en tout cas, parce que là, je m'étends peut-être un peu plus loin que votre question, mais c'est pas juste non plus, vous savez, c'est pas juste non plus la question, est-ce que c'est de la recherche, est-ce que c'est de l'évaluation? Puis c'est peut-être aussi, c'est toujours un peu la motivation pourquoi. Ça vient d'où la demande qu'on a? Ça devient d'où le projet qu'on a? Et là, des fois qu'on a, des fois, c'est des groupes, mettons, prenons l'Institut universitaire de gériatrie où j'ai présenté l'autre fois. C'est sûr qu'eux autres, un centre de recherche, ils font de la recherche, c'est leur mission. Ce sont des chercheurs. Mais il y a le côté clinique, des cliniciens de l'Institut de gériatrie qui, à un moment donné, ont une préoccupation par rapport à leurs interventions, leurs pratiques, etc., qui souhaitent, à un moment donné, évaluer. Puis là, on dit, vous avez de l'expertise méthodologique, tout ça, voudriez-vous vous associer à notre projet? On voudrait évaluer. Bon, il y a des chercheurs qui sont associés au projet, mais là, on comprend que dans un contexte comme ça, l'initiative vient du monde clinique, vient de la pratique et c'est clairement une intention de documenter une pratique et d'améliorer la pratique, même si on inclut des chercheurs là-dedans. Donc, il faut toujours par contre, il pourrait avoir, puis j'ai fait ça à l'Institut de gériatrie, avec un groupe, puis qu'on a un projet par rapport à les modes d'admission, puis la COVID, etc., puis qu'on voulait documenter des choses. Mais clairement, on aurait pu, si on regarde le projet, pour moi, ça reste de la recherche évaluative. Enfin, mettons, on aurait pu peut-être le présenter de l'évaluation, mais c'était clair que la motivation initiale, c'était une préoccupation de chercheur. Donc, on l'a soumis au comité d'éthique de la recherche. Moi, j'aurais peut-être une petite question comme ça à Mme Isabelle. Moi, je trouve ça très intéressant, puis c'est quelque chose que j'ai découvert l'an dernier, je pense, le service votre service là, pour appuyer les gens. Je me demandais qui peut recourir à votre service. Est-ce que ce sont des
des employés du CIUS du Sud? Oui, en fait, tout projet, donc l'employé, c'est sûr, du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Donc, ça inclut aussi tous les agents là, de la DRSP avec qui on collabore assez souvent. Ça veut dire, c'est ça, ou quelqu'un on aurait un chercheur qui aurait un projet de recherche avec, mais qui s'inscrirait, je vais dire projet de recherche qui s'inscrirait plutôt dans l'évaluation de programme, donc pas un projet comme tel de recherche, bien entendu. On fait de l'accompagnement pour tout ce qui n'est pas de la recherche, mais donc, et qui serait pour le CIUS Centre-Sud. Donc, ça peut être aussi, ou qui touche la population là, qui est concernée par le CIUS Centre-Sud. Donc, ça peut être assez large. Ça pourrait être des projets qui touchent la population de Montréal parce que des RSP, c'est quand même assez large. Donc, c'est quand même assez ouvert. Puis c'est sûr qu'habituellement, il y a quelqu'un dans l'établissement qui est aussi porteur du projet. Donc, cette personne-là peut être celle qui nous sollicite et puis on travaille en collaboration. Ça se fait rapidement. Je veux juste te dire, il n'y a pas des dates, pas des comités qui se rencontrent, là. On fait ça assez rapidement. On reçoit une demande d'accompagnement. On vous demande envoyez-nous un peu c'est quoi votre description? Avez-vous un devis de projet? Avez-vous des outils? C'est quoi vos grilles d'entrevue un petit peu? Déjà, si vous avez des questions, précisez-les. Puis là, à ce moment-là, on fait peut-être une petite rencontre team, on regarde avec vous, on vous donne déjà quelques pistes qui sont des recommandations par écrit qu'on renvoie par courriel. Donc, c'est très un mode, c'est allégé, c'est rigoureux quand même parce qu'on est quand même, on se réunit avec nos deux expertises, la conseillère cadre de l'éthique de la recherche, puis nous, de notre équipe, et puis on travaille avec vous. On est en train de développer des outils. Éventuellement, on travaille avec Arechie. On est en Saskatchewan. Ils ont développé un outil pour évaluer le niveau de risque qui se fait en ligne. On est en train de regarder pour essayer de faire ça dans notre organisation. Donc, on est en train de construire des choses. On commence à avoir des gabarits de formulaires de consentement, mais bon, vous savez, on est quand même très près de la recherche. On essaie d'avoir quelque chose de plus allégé. On essaie on n'a pas les mêmes exigences, c'est certain. On n'a pas les mêmes obligations. Donc, c'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est vraiment en mode volontaire, un désir d'aller chercher les considérations éthiques, de voir où sont mes enjeux. Et puis souvent, on soulève beaucoup de questionnements que les gens n'avaient pas vus. Ah, OK, j'avais pas vu ça. Fait que ça permet vraiment de réajuster les pratiques puis de s'assurer finalement que on fait les Moi, bonnes je peux choses. partager par rapport à ça, je peux partager brièvement une expérience. C'était un projet que j'ai fait pour la Fondation Holo je ne sais plus combien j'ai dit, en tout cas, énormément de CLSC à travers le Québec auprès d'une clientèle quand même, des femmes enceintes euh, euh, défavorisées matériellement, sous le seuil de faible revenu. Et pour m'assurer de satisfaire, bien faire les choses côté éthique, j'avais décidé dans ce projet-là, j'avais le budget, donc de recourir à un consultant. Donc, là, c'est un consultant privé que j'ai payé, mais c'est le genre de service que vous offrez. Et moi, j'ai appris énormément de cette expérience-là, de la façon de solliciter, de la façon d'aborder les choses, de préparer les formulaires, parce qu'il y a toujours des préoccupations. On a plein d'obligations le consentement éclairé, donc d'informations à donner, mais il y a aussi la façon dont on donne cette information-là qui doit être accessible et compréhensible par certaines clientèles. Puis ensuite, la question de on donne quoi, c'est quoi qui est préférable comme, si on dit, comme quelque chose de dédommagement pour la participation, qu'est-ce qui est acceptable? Bon, toute cette question. Puis donc, il m'amenait à réfléchir à des choses que je n'avais jamais vues dans ce sens-là. Donc, ça a été très utile pour le projet, pour les participantes au projet, mais c'était aussi utile dans le sens de sécuriser les milieux qui accueillaient le projet en sachant qu'il y avait un consultant en éthique qui était derrière ça. Donc, ça donnait un sentiment de sécurité aussi de la part des organisations accueillantes. Tout à fait, c'est vrai. Effectivement, c'est ça qu'on observe aussi, c'est ce qu'on reçoit comme feedback, là. Ça sécurise, ça donne un sentiment qu'on fait bien les choses. C'est intéressant. Je me posais la question, Isabelle, si ça vous est arrivé quand même de vous rendre compte que le projet qui vous était soumis, c'était
plus de la recherche qui relèverait d'un CER, là, plutôt que de l'évaluation dans un contexte d'amélioration continue des services, par exemple? Ben oui, des projets je dirais des projets qui font un peu ping-pong, là, je vais dire ça comme ça, là. Dans ce contexte-là, il a vraiment fallu organiser une rencontre avec la présidente du comité d'éthique en question. Nous, on s'était assis avec eux. C'est sûr que c'est le comité d'éthique de la recherche mentionne que c'est pas du tout un projet de recherche. Ça va, c'est sûr qu'il y a une discussion à faire avec la personne qui a présenté le projet, s'est positionné comme étant chercheur, ben, il y a du travail à faire pour que ça devienne un projet de recherche. Donc, il y a des critères qu'elle doit rencontrer, mais si l'inverse se fait. Donc, c'est plus, c'est vraiment, c'est sûr que nous, dans ce temps-là, on s'assoit et on discute. On veut comprendre pourquoi, puis on veut avoir l'avis du comité d'éthique de la recherche. Par exemple, il dit, ben, c'est pas un projet de recherche, voici, ben, puis qu'on se ramasse avec quelqu'un qui dit, ben moi, je pensais faire de la recherche. Fait que là, on est comme, on veut pas se ramasser dans ces postures-là. Fait que c'est vraiment de s'asseoir, de communiquer, puis à ce moment-là, ben, peut-être de revoir s'il y a besoin de plus d'informations, plus d'accompagnement, ben, de amener la personne là, pour qu'elle puisse, elle, rencontrer ses objectifs. Mais nous, vraiment, notre action, je dirais, notre travail, c'est vraiment quand c'est pas un projet de recherche. Donc, c'est vraiment là, il faut que ce soit clair. Par ailleurs, Bernard Simon mentionnait au début des projets de maîtrise. Bien, ça arrive, on fait l'évaluation de projets de maîtrise très souvent, projet étudiant, projet de maîtrise. Donc, ça peut faire partie de notre travail aussi. OK. Tant que c'est pas, en fait, évalué comme étant de la recherche, justement. Je trouvais ça intéressant. Je vous donne la parole ensuite, Émilie, évidemment. En fait, la définition que tu as montrée, Bernard Simon, de ce que c'est la recherche, elle s'applique aussi, en fait, assez bien à l'évaluation parce que c'est aussi un effort systématique de porter un jugement sur un thème. Bon, peut-être ce qui est plus spécifique à la recherche, c'est que le but recherché, c'est vraiment l'avancement des connaissances, ce qui n'est pas nécessairement le cas de l'évaluation. Je pense que c'est ça la véritable distinction. Mais c'est intéressant parce que, en fait, c'est ça, d'une définition de l'évaluation à l'autre, là, on se rend compte que la frontière, elle est très ténue. Puis surtout, je dirais encore plus aujourd'hui, ben, c'est pas nouveau, là, mais on fait de plus en plus d'évaluation, de recherche évaluative, en réalité, co-construite avec les milieux de pratique. Donc, c'est des chercheurs qui sont dans de la recherche-action, par exemple, avec un volet évaluatif important. Et alors là, on est vraiment à la frontière. Et donc, c'est vraiment pas évident, je trouve, de pouvoir déterminer si c'est de la recherche et de l'évaluation quand c'est dans ce cas-là. Et il peut même avoir des projets où une partie va être évaluée par un comité d'éthique de la recherche parce qu'on va s'inscrire vraiment plus dans un volet recherche, puis une autre partie pourrait être plus dans un volet évaluation, puis en mode volontaire, consulter, avoir des recommandations éthiques. Oui, OK. C'est vraiment bon à savoir, en tout cas, que votre service existe. Ça donne envie d'aller faire de l'évaluation chez vous au CIUS du Oui. Centre-Sud. Je donne la parole maintenant au public. Alors, Émilie en premier. Oui, merci. Merci pour la présentation, c'est intéressant. Ma question était assez technique. Est-ce que dans le cadre d'une évaluation, OK, on peut avoir recours à vous pour l'éthique, mais j'imagine qu'on doit quand même passer par les processus de convenance pour la mobilisation des professionnels dans le cas où on fait de la recherche évaluative d'implantation de programmes, par exemple, où on veut avoir l'expérience des professionnels ou des cliniciens ou de ressources humaines. Fait que ça, c'était une question. Puis la deuxième, ce serait dans quelle mesure, justement, le changement de culture s'opère de votre côté, dans le sens où, nous, dans nos projets, on rencontre souvent de la méfiance quand on parle de recherche de la part de personnel avec qui on travaille. Il y a quand même une certaine... il y a des vérifications régulières qui sont faites pour savoir si on a tous les certificats et tout, mais les connaissances ne sont pas nécessairement approfondies par tout le monde dans les organisations. Donc, dans quelle mesure c'est accepté, puis dans quelle mesure les évaluateurs doivent justifier à chacun des professionnels qu'ils rencontrent aux différentes étapes que ce n'est pas les mêmes autorisations, là, par exemple. Peut-être juste pour te
C'est certain que si on décide de faire un projet d'évaluation, recherche, ouais, du moins, évaluation qui s'inscrit vraiment dans l'angle évaluation, ben, c'est parce que l'organisation ou il y a quelqu'un qui a fait une demande, hein, je ramène un petit peu ce que Bernard Simon mentionnait, donc qui a fait, c'est qui a demandé ça, qui souhaite avoir, ou qui souhaite cette collaboration-là, cette personne-là, cette direction-là ou cette équipe-là aura quand même besoin de bien déjà d'aller valider si c'est possible dans la façon. Fait qu'il y a quelque chose, il y a une communication à faire. Ça nous est arrivé, entre autres, dans les projets de stagiaires, que la démarche n'avait pas été faite d'aller valider avec l'équipe. Je souhaite aller consulter les jeunes filles dans un programme X, mais je n'ai pas fait l'arrimage avec cette équipe-là. Ça doit être fait avant. Tu dois aller t'asseoir avec un chef, un gestionnaire. Il y a quelqu'un qui est responsable parce que l'accès aux données, l'accès à l'information, l'accès aux individus, ben, il y a quelqu'un qui doit l'autoriser. Cette personne-là, elle est responsable de cette autorisation. Donc, il y a une démarche à faire. Est-ce que c'est la convenance? Est-ce que c'est... Ça, c'est pas tout à fait clair pour nous. Effectivement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'exigence de notre côté que ça passe par la convenance, puisque les projets étaient toujours attachés avec une équipe et que c'était l'équipe souvent qui nous approchait. Donc, cet aspect-là. Mais moi, je le retiens quand même parce que je pense que ça pourrait être intéressant qu'on creuse. C'est quand même assez nouveau de notre côté aussi. Ça fait 2 ans là, qu'on fait un petit peu, 2-3 ans qu'on en fait, mais un petit peu plus officialisé là, dans la dernière année, fait qu'on est encore en train de développer. Fait que moi, je retiens que peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la contenance parce que c'est sûr que c'est essentiel quand on a développé. Et ça rejoint un petit peu aussi ta préoccupation, changement de culture. Tu sais. Donc, si on a bien travaillé notre projet, si on a le présenté aux équipes, ben, il y a peut-être moins comment dire, il y a peut-être moins de questionnements par rapport à, je sais pas, je sentais dans ce que tu nommais qu'il y avait peut-être beaucoup de préoccupations. Ben, avez-vous tous les documents? Qu'est-ce que vous je ne sais pas où avez-vous tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce projet-là. Là. Répondez-vous au cadre réglementaire? Ben, il y a peut-être quelque chose à faire avant là, pour justement faciliter ce travail de collaboration-là, de transparence, d'ouverture, de faire des séances pour pouvoir expliquer des projets puis de répondre aux questionnements que les gens peuvent avoir. Fait qu'en tout cas, il y a peut-être quelque chose d'autre là. Mais on est encore au début. Fait que moi, je retiens envie sur un pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là pour faciliter. Peut-être, je pourrais rajouter juste quelques points avant de prendre une autre question. L'importance, bon, comme Isabelle a mentionné, l'importance justement de préparer le terrain. Alors ça, c'est une condition gagnante de rencontrer les gens, de les informer de nos intentions, d'obtenir les autorisations nécessaires. Les gestionnaires n'aiment pas, par expérience, n'aiment pas, à un moment donné, de se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de solliciter le personnel ou le gestionnaire pour répondre à des questions, puis eux n'ont pas été informés. Donc, la haute direction, moi, je suis allé les comités de régie, je suis allé dans les équipes, dans les milieux apprécient, puis on est gagnant de bien faire les choses, de préparer le terrain. Un autre point que je voulais mentionner, c'est qu'il faut quand même faire attention. Vous avez parlé un peu de la recherche évaluative et de l'évaluation. Donc, c'est clair que si c'est de la recherche évaluative, c'est de la recherche, c'est pas de l'évaluation. Donc, encore là, cette nuance-là, elle n'est pas toujours facile à faire, mais si on présente ce projet comme étant de la recherche évaluative, il y a une certaine catégorie de recherche, mais ça reste de la recherche. Donc, ce qui amène un peu des fois dans les milieux académiques, les milieux de pratique, d'apporter des nuances. C'est-à-dire que des fois, j'entends des gens à l'université, par exemple, que pour eux, là, aussitôt qu'on collecte des informations, c'est de la recherche. À un moment donné, tout est de la recherche. Donc, ça, c'est un peu fatigant, puis ça contribue à créer la confusion que parce qu'on a de la rigueur, parce qu'on a des questionnaires, parce qu'on collecte des données, parce qu'on fait des analyses, automatiquement, c'est de la recherche. Donc, il y a un peu cette... Puis la dernière chose que j'ajouterais, c'est certain que nous, admettons qu'on réalise des projets, ils vont faire participer beaucoup d'organisations, surtout donc plusieurs organisations sur l'île de Montréal ou à travers le Québec,
il faut s'attendre à un moment donné qu'il y a quelqu'un qui va recevoir notre demande de participation et qui va nous poser la question, avez-vous une approbation éthique? On ne peut pas penser qu'on va s'adresser à 50 établissements puis personne ne va nous le demander. Donc, comme nous, quand moi, en tout cas, pour certains notamment 2 projets qui allaient se faire dans plusieurs milieux, ça s'avérait important d'obtenir l'avis d'un comité d'éthique sur la nature du projet. Et de cette façon-là, le comité d'éthique nous a produit une lettre officiellement qui reconnaissait la nature et qu'on n'était pas obligé d'avoir une approbation éthique. Donc, c'est sûr que ça nous donne une lettre qui nous aide à rentrer dans des milieux. Merci. Paul-André? Oui, bonjour Simon. Ça fait un petit bout qu'on s'est vu. On va déjà discuter de cette question-là. D'abord, je te remercie de ta présentation et puis je trouve particulièrement intéressant, ça sera mon point d'intervention, la distinction entre information et connaissance scientifique. Je trouve que c'est une excellente idée. En tout cas, ce sont des critères qui permettent effectivement d'établir une distinction entre recherche et évaluation. On produit de l'information dans une perspective de prendre des décisions, d'améliorer un programme sur des éléments d'information. Et la démarche scientifique, les connaissances scientifiques, c'est beaucoup plus dans une logique explicative, compréhensive, etc. Donc, je trouve que c'était un très bon départ. Je trouve ça intéressant parce que j'ai lu quelques trucs à tout ça, puis c'était jamais clair. Là, ça m'apparaît beaucoup plus clair. Par contre, tu nous dis en même temps que les résultats obtenus d'une évaluation peuvent être publiés dans une revue scientifique. Or, on sait que les revues scientifiques ne publient pas d'informations. Les revues scientifiques, les journaux, les médias écrits publient de l'information, mais pas les revues scientifiques. Les revues scientifiques publient des connaissances scientifiques. Donc, il me semble que là, il y a une ambiguïté parce que c'est un petit peu comme si tu nous disais, quand j'engage un projet et que je le réalise, je considère que les résultats que je vais obtenir sont de l'information. Puis quand j'arrive en bout de piste, là, je peux publier des articles dont ce que j'ai collecté, ça devient des connaissances scientifiques. Donc, j'aimerais t'entendre sur ça parce qu'il me semble qu'il y a une ambiguïté, sinon une contradiction. En tout cas, il y a une clarification à faire, il me semble. Moi, je vois pas. Moi, j'ai publié de. Bon, c'est sûr que si on fait de l'évaluation pour documenter des pratiques, peut-être que le format privilégié n'est pas toujours dans des revues scientifiques. Hein? Donc, on va produire des rapports, on va produire des bulletins de transfert de connaissances, des outils pour que les gens dans le milieu pratique puissent s'approprier ces connaissances-là. La plupart des véhicules sont un peu différents. Mais par contre, il y a aussi des choses intéressantes à publier. Des fois, moi, j'ai publié des articles qui provenaient de réalisation d'évaluation. Des fois, ce n'est pas nécessairement les résultats ou la thématique qui peut intéresser les lecteurs, et c'est une approche qui était utilisée dans ou un contexte ou la participation une approche axée sur les utilisateurs des données. Bon, j'ai donné, c'était le sujet de mon article, puis j'ai pris l'application à un projet d'évaluation. Donc, il y a quand même, on peut publier dans des revues scientifiques des résultats d'évaluation. J'ai produit beaucoup de données dans le cadre de l'évaluation que j'ai faite auprès des femmes enceintes, on les a suivies pendant leur grossesse et les 2 premières années de vie. Alors, on pouvait publier beaucoup de choses qui étaient intéressantes sur ça. Donc, un n'empêche pas l'autre. C'est sûr que si on fait de l'évaluation, c'est pas la pratique la plus étendue que de publier dans des revues scientifiques, mais on peut le faire. Mais on va avoir des justifications à faire auprès des auteurs parce qu'ils vont nous demander le certificat éthique. Donc là, on a de l'argumentation à faire.
C'est ça, parce que Annick n'est pas là, mais elle dirait que c'est plutôt assez improbable d'avoir une lettre d'un comité d'éthique de la recherche après avoir fait le projet. Là. Ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut le prévoir un petit peu à l'avance. Hein. Fait que s'il y a ça, donc elle dit s'assurer que si je veux publier dans une revue X et qu'il y a des exigences d'avoir un certificat d'éthique, eh bien, il faudra penser à ce moment-là de le réfléchir avant. Je ne suis pas certaine que notre évaluation pourrait être reconnue. Je ne suis pas certaine puisque nous ne sommes pas comme une entité obligatoire, donc on n'a pas les mêmes obligations. Fait qu'il faut vraiment s'assurer d'aller clarifier cet aspect-là. C'est quoi mon intention, dans quel type de revue, qu'est-ce que je voulais publier, parce que ça peut nous jouer des tours. Oui, puis aussi, moi, j'ai déjà eu à argumenter, donc évidemment, on m'a l'a demandé, puis j'ai argumenté pourquoi que j'en avais pas besoin, et donc aussi à partir d'articles de la loi, puis que, et finalement, suite à l'argumentation, c'était correct, ça a passé. Mais évidemment qu'il va falloir expliquer des choses. C'est important vraiment de le penser dès le départ, comme dit Isabelle. Je pensais de penser à aller chercher ce document, cette lettre de comité éthique qui va servir vraiment de garantie puis de preuve, effectivement, par la suite pour des publications. C'est vraiment un bon point important, je pense. Eddy, pour une dernière question. Merci beaucoup pour la parole. Je félicite aussi Bernard pour sa présentation. Je voulais seulement réfléchir avec lui au regard de cette confusion-là entre la recherche et l'évaluation, les limites, les frontières qui ne sont pas toujours bien définies. Il est conseillé d'aller consulter le comité d'éthique pour qu'il se prononce. Mais à ce moment-là, je trouve que le comité d'éthique est jugé parti par rapport à cette décision. Tout simplement parce que, bon, je ne sais pas si vous avez déjà fait les évaluations, bien aller mesurer combien d'études que le comité d'éthique s'est prononcé incompétent pour évaluer. Je ne sais pas s'il y a des études comme ça qu'on a déjà menées pour voir leur sincérité, leur honnêteté ou bien l'intégrité. Donc, je pense, dans mon pays, par exemple, si vous avez une étude que vous devez aller soumettre au niveau du comité d'éthique, pour des institutions, je crois que c'est 2% du budget. Pour les étudiants, c'est $150 et pour les indépendants, c'est $700. Donc, il y a quand même l'argent qui est là. Donc, quand vous venez avec votre dossier, je ne suis, bon, je mets entre guillemets les probités par rapport à cette situation. Je prendrai l'exemple, par exemple, sur le plan juridique. Il y a des instances d'arbitrage qui sont vraiment indépendantes, qui se prononcent sur la recevabilité ou pas du document. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que sur le plan éthique, dans nos institutions, il n'y aura pas une autre institution où, quand les chercheurs, par exemple, bien l'évaluateur dit que moi, pour moi, il n'y a pas d'éléments éthiques, je peux aller dans cette instance-là qui se prononce indépendamment du comité d'éthique. Parce que le comité d'éthique serait jugé parti par rapport à ça. Merci. Mais je peux me permettre des éléments de réponse. Normalement, ils ont des critères quand même spécifiques là, pour déterminer si ça entre dans leur mandat, donc si c'est considéré comme de la recherche ou pas. Donc, normalement, ça, c'est quand même bien balisé. Puis Bernard Simon a présenté notamment les éléments qui sont dans l'énoncé des 3 conseils. Et je pense que certains de ces éléments-là, d'ailleurs, ont été précisés parce que l'énoncé des 3 conseils a fait l'objet d'une mise à jour là, récemment. Il me semble qu'il y a eu des points plus précis par rapport à ça qui ont été apportés dans cette mise à jour. Donc, je vous invite à consulter cet énoncé-là si vous ne le connaissez pas. Mais c'est sûr que c'est différent au Québec. Là, il n'y a pas l'enjeu de devoir payer pour être évalué, en tout cas pas quand on est un chercheur ou quand on est un employé d'un organisme public
public, c'est payant, par exemple, pour des laboratoires pharmaceutiques, pour des entreprises qui font du profit sur les résultats de recherche qui peuvent sortir de leurs travaux. Mais c'est ça, c'est différent des pays en développement, enfin, en tout cas, des pays effectivement africains que je connais, où là, c'est payant. Et donc là, c'est sûr, il y a un enjeu peut-être un petit peu différent à ce niveau-là. Mais juste pour rassurer qu'il y a quand même des balises claires et des critères. Et si un comité d'éthique de la recherche vous dit non, ça c'est de la recherche, donc vous allez devoir passer par nous, ils doivent évidemment justifier et donc fournir des justifications de pourquoi est-ce qu'ils considéreraient que ce serait un travail qui devrait passer par le comité éthique. Je m'excuse, mon écran a gelé, donc j'ai disparu quelques instants, mais je vois. Merci beaucoup, Lara, pour la réponse. Moi, j'ajouterais juste une chose quand même. Je tiens à insister sur le fait que la question n'est pas juste de se poser la question est-ce que c'est un projet de recherche ou est-ce que c'est un projet d'évaluation? Hein? Il faut avoir une vision un peu plus large que ça. C'est dans quelle perspective, qu'on s'inscrit, est-ce que c'est qui motive, qui demande, le projet est initié où, par qui, ça va servir à quoi. Donc, faut prendre en considération tout ça. Mais il y avait quand même c'est sûr que le contexte est différent au Québec, mais il y a quand même des éléments intéressants de ce que vous avez mentionné, que c'est une question aussi, à un moment donné, de culture. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une ouverture de la part des comités d'éthique de la recherche de savoir que ça existe, de savoir qu'il y a des projets d'évaluation qui ne relèvent pas nécessairement d'eux. Et j'aurais tendance à penser que dépendamment des comités d'éthique de la recherche, du volume, etc., des ressources qu'ils disposent, ils n'ont peut-être pas la même ouverture parce qu'ils n'ont pas été exposés au même nombre de demandes. Mais moi, j'étais un peu craintif par rapport à ça. En tout cas, le comité d'éthique dans l'organisation d'Isabelle, moi, j'ai été surpris de l'accueil qu'ils recevaient au projet et l'argumentaire que je leur présentais. J'avais l'impression qu'il aurait fallu que je me batte, que ça aurait été une lutte. Non, j'ai trouvé que j'étais surpris de cette ouverture-là, des discussions, puis que, donc, c'est le côté intéressant de certains comités, en tout cas, il y a une culture, une connaissance qui s'intègre et qui arrive lentement. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion, mais c'est parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup pour cette discussion riche, pour les questions aussi posées par les personnes qui étaient présentes aujourd'hui, par les participants. Merci à tout le monde. J'espère que vous avez appris des choses dans le contexte de cette distinction recherche-évaluation quand on a des enjeux éthiques, notamment dans ce type de projet. Donc, merci encore à nos deux présentateurs, donc Bernard Simon et Isabelle. Je termine simplement avec une dernière petite diapositive pour rappeler aussi le contexte de ces webinaires en évaluation qu'on organise chaque mois. Avec en fond, en fait, le microprogramme de 3e cycle en analyse et évaluation des services, organisations et systèmes de santé, le microprogramme donc ANESOS. Donc, si vous êtes intéressé et vous souhaitez acquérir justement des compétences en évaluation dans un contexte d'un programme de 3e cycle, écrivez-nous, ça nous fera plaisir de vous apporter des informations sur ce microprogramme-là et on pourrait discuter aussi éventuellement si vous avez des choses à présenter en évaluation de futures occasions de présenter dans le cadre de ces webinaires-là. Donc, un grand merci encore une fois à tout le monde et on vous retrouvera à la prochaine édition de ce webinaire, au mois de février. Ça va être une étudiante au doctorat qui va présenter son protocole d'évaluation. Donc, on espère que vous pourrez également participer à ce webinaire le 24 février, si mes souvenirs sont bons.
Je vous souhaite une excellente fin de semaine. On va partager l'enregistrement et la présentation avec les participants d'aujourd'hui. Et donc, voilà. Grand merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, Lara et Isabelle. Merci. Avec plaisir. Au Merci, revoir. au revoir.